Après à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines, on était tous désespérés. On s'est dit, bon, la réponse de Kendrick ne va pas arriver tout de suite. C'est sûr qu'il va lui répondre dans le cadre d'un album. On parlait déjà d'album en mai, etc. On s'est dit, bon, il répondra en mai, on verra. Et moi, je m'étais dit, bon, bah, je vais faire ma vidéo sur le Kendrick Lamar vs Drake. Ok, je vais la faire. Et au moment où je suis en train d'enregistrer la vidéo, c'est-à-dire le 30 avril, le jour du suicide du petit moustachu, Kendrick Lamar débute les vraies hostilités. Il sort le morceau Euphoria. Et l'une des phases que j'ai beaucoup aimé dans l'intro, c'est qu'il dit « Je n'ai pas peur de la faucheuse, je récolte les graines que j'ai semées. » Même en français, il y a un jeu de mots. Faucheuse, on sait ce que c'est. Les graines que j'ai semées, la faucheuse, vous avez compris. Autrement dit, non, Kendrick Lamar n'a pas peur de Drake, mais en plus de ça, il assume pleinement les conséquences de ses actes. Ain't thinking about no reaper, nigga, I'm reaping what I sow, okay. Got a Benjamin and a Jackson all in my house, like I'm Joe, okay. Donc le titre s'appelle Euphoria. C'est en référence à la série Euphoria que Drake coproduit. Et c'est aussi en lien avec l'enfance, les enfants. On va en reparler un petit peu plus tard. Alors, dans ce morceau, Kendrick Lamar, il va crescendo. Il place le décor avec des gentils jabs pendant un bon petit moment dans le morceau. J'ai retenu quelques phrases intéressantes qu'on va décortiquer ici. La première, c'est « Tu n'es pas un artiste rap, tu es un arnaqueur qui espère être accepté. Tommy Hilfiger s'est démarqué, mais Fubu n'a jamais fait partie de ta collection. » Donc ça, c'est vraiment au tout début, lorsque l'instru n'a pas commencé. Alors, Tommy Hilfiger, c'est une marque très connue que vous connaissez probablement. Dans les années 90, la marque a développé une section plus streetwear hip-hop. Et il y avait beaucoup d'artistes rap et R&B qui portaient du Tommy Hilfiger dans cette période-là. Je pense notamment à Aaliyah ou encore au Destiny Child. Et donc la marque était populaire pour ça. Et dans cette même période, il y a commencé à y avoir des rumeurs autour du fait que le fondateur de Tommy Hilfiger serait raciste et qu'il n'aimerait pas que les Noirs portent ses vêtements, ce qui était complètement faux. Il est même allé dans le show de Oprah pour démentir ces rumeurs. Mais bon, le mal était fait. Mais voilà, tout ça pour dire que Tommy Hilfiger, c'est pas une marque qui de base est hip-hop, mais elle a développé, on va dire, une section, une gamme de produits hip-hop. Et de l'autre côté, il dit, Fubu n'a jamais fait partie de ta collection. Fubu, c'est une marque streetwear hip-hop qui s'est créée dans les années 90 et qui, pour le coup, a été fait par 4 jeunes noirs new-yorkais. La marque veut dire For Us, By Us. Pour nous, par nous, les gens des communautés hip-hop, des quartiers pauvres, pas des noirs. Damon Jones l'a dit, hein, c'était surtout pour rassembler les gens de la communauté hip-hop et des quartiers difficiles. Donc ça inclut les latinos, les blancs, les asiates, bref. Et donc c'est une marque qui tire ses racines de la culture hip-hop. Et en quelque sorte, il est en train de dire que Fubu n'a jamais fait partie de sa collection. Pas au sens littéral du terme, puisque Drake portait du Fubu. C'est plutôt pour dire que Drake n'est pas authentique. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu aisé blanc, on va dire. En tout cas, c'est ce que Kendrick Lamar veut dire en quelque sorte. Et il s'est adapté à la demande et donc il fait du hip-hop. En gros, c'est ça. Ensuite, il dit « Je calcule que tu n'es pas si calculateur. Je peux même prédire ton angle. » Il entend par là son angle d'attaque. Drake a la réputation d'être un rappeur très calculateur au vu de ce qu'il a fait à Meek Mill ou bien la manière dont il gère sa carrière en général. Mais pour Kendrick Lamar, il n'est pas si calculé que ça et il va nous le prouver. Et lorsque le morceau commence, il dit une phrase intéressante, notamment « Quelqu'un m'a dit que tu as une bague, sur Dieu, je suis prêt à doubler le prix. Je préfère faire ça que de laisser un Canadien faire que Tupac se retourne dans sa tombe. » Il parle bien sûr ici de la fameuse bague de Tupac à $1 million que Drake s'est offert l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Il prend également la défense de Pharrell. Et là, je vais commencer à vous mettre un peu des extraits parce que c'est libre de droit. I don't like you popping shit at Pharrell. For him, I inherit the beef. Yeah, fuck all that pushing P. Let me see you push a T. Il fait donc référence à ce que Drake a dit dans le morceau Meltdown avec Travis Scott. I melt down the chains that I bought from your boss. Give a fuck about all of that heritage shit. Since we not around, the members done hung up the Louis, they not even wearing that shit. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour décrypter tous les messages entre guillemets cachés de cet album-là. Je t'invite à aller voir. Arrête de casser les couilles à P. J'aimerais te voir casser les couilles à T. Bon, en français, vous comprenez pas, mais en anglais, ça donne push a T. Let me see you push a T. Push a T.
T. Terence LeVar Thornton, alias Pusha T. Donc voilà pour les petits jeux de mots, et très honnêtement, lorsque j'ai écouté le morceau pour la première fois, je me suis dit, ouais, il est pas aussi virulent que dans Like That, ou même dans le morceau avec Baby Kim, ou encore dans Control. Il est beaucoup plus posé et il a pris un angle complètement différent de ce qu'il a fait au préalable. Et la diss track réellement envers Drake commence, je dirais, selon moi, à partir de 2 minutes 20. Alors, comme je l'ai dit, hein, l'angle qu'il a choisi dans ce morceau, c'est pas du tout celui auquel je m'attendais. Il a en quelque sorte choisi un angle qui en réalité était beaucoup plus fédérateur. Il a en gros synthétisé toutes les raisons pour lesquelles les gens détestent Drake pendant tant d'années. Et c'est ça qu'on va voir ici. Alors, le fait qu'il déteste Drake, c'est à tort ou à raison. Mais au moins, il a réussi à le faire. On en parle. La première chose, c'est son problème d'authenticité et son côté culture vulture, donc vautour de la culture. Tu ne fais pas partie de cette culture, entre guillemets, mais tu viens comme un vautour pour récupérer ce dont tu as besoin pour être lit et pour faire un maximum d'argent. En gros, c'est ça qu'il veut dire. Et cette authenticité, il va la questionner aussi bien au niveau musical, ce que je viens de décrire, qu'au niveau physique. How many more fairy tale stories about your life till we had enough? How many more black features till you finally feel that you're black enough? Alors, il fait référence au fait que Drake ait fait des tresses, qu'il se soit tatoué et qu'il s'habille streetwear. Il y a très longtemps, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le parcours de Drake en détail. La vidéo est un peu vieille, donc j'aime pas trop sortir mes vieilles vidéos, mais elle était très bien. Donc pour comprendre Drake et son parcours, je vous invite à aller la voir. Le lien apparaît juste là. Mais en gros, pour ceux qui n'iront pas voir la vidéo, Drake a grandi avec une mère juive dans un quartier pavillonnaire de classe moyenne de Toronto. Son père, lui, est de Memphis. Il n'a pas grandi avec lui, mais il lui rendra visite les étés à Memphis. D'ailleurs, son père fera de la prison, donc il appellera depuis la prison, etc., etc. Mais il a grandi surtout avec sa maman, qui était malade pendant toute son enfance, et lui, en tant qu'enfant acteur, il faisait en quelque sorte bouillir la marmite. Et justement, le fait qu'il ait grandi à Toronto dans un quartier pavillonnaire blanc, c'est la raison pour laquelle les gens disent que Drake ne ferait pas partie de la culture. Je vous dis tel quel, hein, c'est vraiment ça. Il n'a pas grandi dans le Banks à Compton comme un Kendrick Lamar, ce qui est vrai. I even hate when you say the word nigga, but that's just me, I guess. Some shit just cringe-worthy, ain't even gotta be deep, I guess. Pour lui, il est tellement décalé de la culture noire hip-hop américaine que le fait d'entendre quelqu'un comme Drake dire le mot N-word, eh ben, il dit il est même pas à l'aise avec ça, en fait. Ce qui est quand même chaud. Let your core audience stomach that, then tell them where you get your abs from. V12 is a fast one. Ensuite, il dit, et j'aime beaucoup cette phrase, comment il la sort, un tir dans la tête pour l'année, tu ferais mieux de te balader comme Daft Punk. Alors, Rick Ross l'a dit un peu plus tôt, donc Drake aurait fait de la chirurgie esthétique, notamment au niveau des abdos, donc de la liposuction, etc. D'où le blaze BBL Drizzy. Donc il fait un jeu de mots intéressant en disant stomach that, donc prends ça dans l'estomac. V12, c'est la machine qui te permet de faire cette liposuction, et il parle des abdos. Donc voilà quelques phases directement liées au physique et à l'identité de Drake. Aussi, il dit une phrase qui a marqué pas mal de monde, dont moi. Donc ici, bien entendu, il fait référence aux femmes que Drake fréquente, beaucoup de IG models, des stripteaseuses, etc. Ces dernières années, on a pu voir sur les réseaux le type de femme avec qui Drake a une relation, en dehors des célébrités, par exemple Rihanna. Et en disant ça, en fait, Kendrick Lamar, à mon avis, ça a été une manière pour lui d'avoir toutes les femmes, entre guillemets, du quotidien qui n'aiment pas Drake de son côté. Il sait très bien que ce genre d'IG models, en général, ne sont pas forcément appréciés par la masse, à tort ou à raison. Moi, je pense qu'il y a clairement des raisons valables de ne pas forcément apprécier pour l'image qu'elle renvoie, etc. Le côté objectification de la femme, enfin, toutes ces choses-là, je peux comprendre. Donc, Kendrick a conscience de ça et il se sert de ces codes-là en disant « Écoutez les femmes, je suis de votre côté, les vraies femmes. » Et regardez Drake, en plus du fait que lui soit faux, les femmes qui fréquentent le sont également. Kendrick l'exploite depuis très longtemps dans sa carrière. Lorsque vous écoutez notamment le morceau Humble, il dit ceci. Ensuite, l'une de mes phases favorites du morceau, la phase sur Sexy Red. Je sais pas, elle m'a fumé cette phase. Two bad bitches.
Donc là, bien sûr, il fait référence à sa relation avec Sexyy Red. Il l'a invité dans l'un de ses plus gros hits de son album Rich Baby Daddy. Il a aussi figuré dans son clip Get It Sexy en tant que figurant, ce qui est très rare, une star de la stature de Drake qui figure juste dans le clip d'une artiste qui vient à peine de connaître le succès. Tu vois, le succès de Sexyy Red, c'est l'été dernier. Et l'un des rebuttals, des rebonds en français, je crois que c'est rebond, que j'ai le plus apprécié dans le morceau, c'est cette phase. Ce n'est pas un 1 contre 20, mais 20 contre 1 si je dois gifler les mecs qui écrivent avec toi. Drake dit dans ce morceau « What the fuck is this is 20v1 nigga ?» Et à ça, Kendrick Lamar lui répond « donc ceci ». Et bien sûr, il y a le fameux refrain. Je sais pas si on peut parler de refrain, mais c'est la phase qui revient le plus dans le morceau. Ça fait référence à DMX au Breakfast Club en 2010 ou 2011, quelque chose comme ça. DMX était invité au Breakfast Club et il a dit qu'il détestait tout de Drake. I don't like anything about Drake. I don't like his voice. I don't like what he talks about. I be trying to tell his face. I don't like the way he walks, like nothing. Bon, un peu plus tard, ils se sont réconciliés et il a d'ailleurs samplé DMX dans Views. Alors, suite à la sortie d'Euphoria, clairement, les gens étaient divisés. Alors, il y avait quand même un avantage pour Euphoria, mais beaucoup de gens ont quand même préféré Push Ups. Il y a eu pas mal de commentateurs qui ont préféré Push Ups. Who's winning the battle to you right now? Drake is definitely winning from an MC standpoint. You know, it took a while for us to get the record from Kendrick, and when you wait a while, it gotta be like out of this world. I think Drake is winning. Euphoria didn't really move me. Because you know why I'm expecting lyrics from Kendrick Lamar. It isn't like I'm not saying he's an lyricist, so you're expecting certain things. And song was kind of long, took too long to came out. And I'm not saying it's bad. I'm just, if you ask me, it was a good record. Alors, quelle note je mettrais moi personnellement à Euphoria? Alors, très clairement au niveau de la musicalité. Au début, lorsque je l'ai écouté, j'étais tellement en train d'attendre les punchlines contre Drake que j'ai fait un peu abstraction, on va dire, de la partie musicale. Mais à force de réécouter, je dois dire que musicalement parlant, je parle bien de musicalement parlant. Moi, je suis un fan de Kendrick, les gars. Vous êtes là, trop fan de Drake dans les commentaires. Ouais, Kendrick Lamar, il a tué Drake, t'as le seum. Les gars, je saigne Kendrick Lamar depuis 2011. Kendrick Lamar a sorti un morceau qui s'appelle The Hurt Part 3. D'accord? À ce moment-là, j'habitais à Saint-Denis, j'avais pas un rond, j'avais un stage de merde, d'accord? J'arrivais même pas à payer mon loyer. Je vivais dans un appartement vide et j'écoutais ce morceau en boucle et il me donnait de la force. D'ailleurs, allez l'écouter, ceux qui sont en train de vivre des moments compliqués et qui sont motivés, qui ont envie de réussir dans la vie, écoutez ce morceau, il m'a grave motivé. C'est le morceau qu'il a sorti juste avant Good Kid, Mad City. Ce morceau-là, c'est l'un de mes morceaux favoris. Kendrick Lamar, clairement, il m'a accompagné dans ma vie. Donc quand les gens viennent dans mes commentaires, Kendrick, vous écoutez pas Kendrick. La plupart d'entre vous, écoutez pas Kendrick. Vous avez juste le seum de Drake. Mais on va en reparler, d'accord? Je suis un fan de Kendrick. C'est juste que je suis un peu plus fan de Drake. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Bref. Donc, musicalement parlant, je suis très fan de ce qu'il fait. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que le morceau a une replay value de dingue. Et d'ailleurs, les gens ont dit que c'était pas un morceau qui était très club. Je suis pas d'accord. La première partie du morceau, là, avec l'instru trap et tout, le morceau est clairement club. Tu le mets en club, ça tourne. Le morceau est très bon. En fait, la force de Kendrick Lamar à jouer de sa voix comme un ODB ou un Eminem, créer des personnages, ça c'est quelque chose de vraiment très unique et j'aime beaucoup. Musicalement parlant, clairement, je lui mets un bon 4 sur 5. Ensuite, pour ce qui est des punchlines et de la virulence. Alors très clairement, je l'ai dit d'ailleurs dans mon TikTok, parce que j'ai réagi à tous ces clashs directement sur TikTok. Clairement, je trouve que ça manque de virulence, tu vois. Pendant 2 minutes 20, il attaque pas directement avec virulence Drake, il dit des choses, il construit le décor, d'accord. Il dit petites choses ici et là, tu es une escroquerie, Fubu n'a jamais fait partie de ta collection, mais il n'y a rien de très fort avant 2 minutes 20 à peu près, donc je trouve que c'est assez léger. Ensuite, globalement, pour ce qui est du morceau, j'aime pas l'approche moralisatrice, c'est-à-dire que Kendrick Lamar explique que Drake a un style de vie nocif et qu'il est mauvais pour la culture, mais il fait un featuring avec Future. Je peux pas te prendre au sérieux, tu vois, dans ce côté un peu moralisateur. Les filles avec qui tu sors, elles sont mauvaises. Toi-même, tu essaies de surreprésenter qui tu es. Enfin, je peux pas te prendre au sérieux avec ce genre de phase-là. On parle du hip-hop, on parle du rap, on parle des rappeurs. Il y a que de l'excès dans cette culture, donc... Voilà, comme ça c'est clair. Et le troisième truc que j'ai pas apprécié, qui marche dans le cadre quand même du clash, c'est le côté identitaire de Drake. C'est-à-dire que tu es tellement dans un combat identitaire et tu as tellement de mal à te trouver que j'ai du mal à t'entendre dire le mot N-word, tu vois. Et même à la fin du morceau, il dit on n'a plus envie de t'entendre dire le mot N-word. Bon, j'ai pas trouvé ça très
puissant, sachant que beaucoup de gens ont réagi comme moi, hein, je l'ai vu, hein, en disant mais de toute façon il est métis, donc bon, peu importe. Tout ça pour dire que j'ai pas aimé cette phase-là, j'ai pas aimé cette approche-là, en tout cas la manière dont il l'a traité. La partie Fubu, j'ai pas de problème, mais la partie tu peux pas dire le mot Renoir, j'ai pas du tout apprécié. Tu fais pas partie de la culture, je suis pas d'accord simplement, et je vais vous dire pourquoi. Ça fait maintenant 15 ans que Drake est dans le game. Certes, il n'a pas grandi directement à la source de cette culture, d'accord ? Tu vois, New York, c'est la source de cette culture. Punch, l'ancien boss de Kendrick Lamar, disait que la côte Est, c'est la culture hip-hop et la côte ouest, c'est la culture gang, ok? Donc voilà, et lui, il a grandi à Toronto, donc en quelque sorte, il n'a pas grandi directement dans cette culture, il a grandi dans un quartier classe moyenne blanche, d'accord, très bien. Mais la contribution de Drake sur une quinzaine d'années et la manière dont il a été au contact de ces artistes, de ces villes, la manière dont effectivement il a fait beaucoup d'argent en faisant des featuring, mais le nombre d'artistes qui ont eu leur numéro 1, le nombre d'artistes qui ont pu s'élever de cette culture-là, je trouve que ce n'est vraiment pas valide. Voilà, ça c'est mon avis. Mais dans le cadre du clash, c'est un angle, il n'y a pas de problème. Donc, le côté punchline et virulence de ce morceau, je mettrais à titre personnel 2 sur 5. Ensuite, pour ce qui est de la véracité des propos du morceau Euphoria, il n'y a pas vraiment de reveal, étant donné qu'on savait à peu près tout. Et toutes les punchlines, c'est des choses que Rick Ross avait déjà plus ou moins exploitées dans Champagne Moments. Alors, pour moi, c'est pas un problème qu'il réutilise les mêmes arguments, c'est juste la manière dont tu vas les exposer qui est réellement intéressant. Et on peut dire que c'est plutôt intéressant la manière dont il a fait les choses sur le morceau. Il n'a pas menti, il a juste donné son avis sur certaines choses au sujet de Drake. Donc je mettrais 3 sur 5. Donc globalement, le morceau pour moi, Euphoria, sachant en plus qu'il a mis 3 semaines à sortir. S'il avait sorti Euphoria la même semaine que Push-Ups, j'aurais mis au moins Euphoria à égalité. Au moins. Mais le fait aussi qu'il mette beaucoup de temps, c'est 9 sur 15 pour Euphoria.